Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information à la une de l'actualité de ce 19. Crise ukrainienne, Poutine reconnaît l'indépendance des républiques autoproclamées Donetsk et Lugansk. L'Occident réagit. Après sa visite à Doha, au Qatar, le président algérien Abdelmadjid Tebboune est arrivé au Koweït. Un mini-sommet l'attend là-bas et il rencontrera en principe le président égyptien El-Sisi et encore le président koweïtien. Et nous allons retrouver l'Algérie après pour parler du Hirak, 3 ans après l'anniversaire aujourd'hui, donc des 3 ans du Hirak du 22 février. Et nous resterons dans le continent africain pour parler du Mali. La transition décide de maintenir les 5 ans initialement prévus. Nous vous le disions en titre, rien ne va plus entre Moscou et Kiev. Lors d'une allocution très attendue, le président russe Vladimir Poutine a pris la décision de reconnaître l'indépendance de 2 républiques autoproclamées, Lugansk et Donetsk. Les réactions occidentales sont immédiates dans un contexte d'escalade. Leïla Guertal. Vladimir Poutine l'a fait entre indécision et hésitation. Il a suffi de peu pour que Poutine franchisse le pas. Il prend le monde entier à contre-pied et reconnaît officiellement les 2 anciennes républiques autoproclamées du bassin du Donbass, Donetsk et Lugansk. Mieux encore, il signe dans la foulée avec les autorités des protocoles d'accord et de coopération. La machine est lancée. Une avalanche de réactions est tombée dans les minutes qui ont suivi cette reconnaissance. L'OTAN et Washington condamnent et annoncent des sanctions. C'est un viol du droit international, disent-ils. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, annonce pour sa part que des mesures seront ajoutées au paquet de sanctions en cas d'agression de la Russie contre l'Ukraine. L'Europe se dit solidaire avec l'Ukraine. Le président ukrainien, lui, demande une convocation du Conseil de sécurité de l'ONU. Le président français et le chef de la diplomatie américaine parlent, eux, de sanctions contre les républiques autoproclamées et de réponses fermes et rapides. La Grande-Bretagne convoque 9 pays de l'Europe de l'Est pour examiner la situation. Pour sa part, Poutine estime que les accords de Minsk ont été violés depuis le moment où l'OTAN s'est déployée en Ukraine, balayant par là même les bases de l'acte fondateur signé en 1997. Par cette reconnaissance, le président russe élargit le tracé de sa frontière avec l'Ukraine, qui jouera désormais la soupape de sécurité entre les 2 territoires en flammes. Et le Premier ministre britannique Boris Johnson se dit prêt à aller plus loin dans les sanctions et dit s'attendre à une longue crise en Ukraine après la reconnaissance par Moscou de régions séparatistes pro-russes dans l'est du pays. This is the first tranche. Il s'agit de la première tranche, du premier barrage, de ce que nous sommes prêts à faire. Nous allons préparer d'autres sanctions qui seront déployées aux côtés des États-Unis et de l'Union européenne si la situation s'aggrave encore. Et pour parler de cette crise russo-ukrainienne, en direct avec nous, Riyad Saïdaoui, l'expert international en géopolitique. Bonsoir, Monsieur Saïdaoui. Monsieur Saïdaoui, est-ce que vous êtes à l'écoute? Bonsoir, moi je vous entends bien. Très bien. Alors, vous êtes donc expert international en géopolitique. On l'a vu, l'Europe s'affole après les décisions de Poutine de reconnaître l'indépendance de Lugansk et Donetsk. Quelles sont, selon vous, les craintes d'une telle décision? Ça dépend pour qui. Ce que nous pouvons constater aujourd'hui, que le monde a changé. On est face à un nouvel ordre mondial
Ça veut dire qu'on est en pleine guerre froide aujourd'hui. Il n'y a plus une seule puissance dominante dans le monde, qui sont les États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, ils ont envahi l'Irak en 2003 sans passer par le Conseil de sécurité ni par le chapitre 7, juste la loi de la force. Aujourd'hui, Poutine aussi dit aussi la Russie, en tant qu'une puissance nucléaire, a ce droit, le droit de la force. Donc, la personnalité de Vladimir Poutine, c'est un ex-agent du KGB, un ex-officier du KGB qui a travaillé pendant 16 ans. Le KGB, nous savons bien, a perdu la guerre froide et lui, il a une revanche à prendre. Il a une revanche contre les États-Unis d'Amérique, contre l'Occident qui a humilié la Russie, qui était le cœur de l'Union soviétique. On l'a vu hier, il était très très à l'aise, il n'est pas excité et c'est un fin calculateur, comme s'il est en train de jouer une partie des échecs et il gagne. Et il gagne puisqu'il a posé sa volonté. Aujourd'hui, il incarne une Russie qui veut prendre sa place dans le monde. Donc, pour moi, le monde a changé. D'ailleurs, je pense que les professeurs des relations internationales doivent changer leur cours aujourd'hui. On est vraiment face à une guerre froide qui s'installe depuis hier. Alors, Monsieur Saïdaoui, restez avec nous. Je reviens vers vous dans quelques instants. On avance dans ce dossier ukrainien. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a convoqué une réunion extraordinaire de ses représentants permanents suite à la décision du président russe de reconnaître l'indépendance des régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Cela constitue une violation manifeste du droit international, déclare dans un communiqué la Pologne, qui assure actuellement la présidence tournante de l'OSCE. Et hier, lundi, l'ONU, avec une majorité de membres du Conseil de sécurité, avait condamné lors d'une réunion d'urgence la reconnaissance par la Russie de l'indépendance des républiques dans l'Est de l'Ukraine et l'ordre du président Vladimir Poutine d'y déployer des troupes. Et la voie diplomatique toujours d'actualité, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a annoncé qu'il devrait rencontrer jeudi à Genève son homologue américain, Antony Blinken. Et nous retrouvons en direct Riyad Saïdaoui. Je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, que vous êtes expert international en géopolitique. Alors, Monsieur Saïdaoui, comme vous venez de l'entendre, toutes les réactions occidentales parlent toujours de sanctions. En dépit du maintien de la voie diplomatique, on atteste cela à l'appel de Moscou de négocier avec Blinken. Comment expliquez-vous cela, d'autant plus que la rencontre de Genève est toujours à l'ordre du jour? Les sanctions économiques, je pense que la Russie est habituée depuis 80 ans des sanctions économiques, depuis la création de l'Union soviétique en 1917, après la révolution bolchevique. Et la Russie est toujours sous embargo, plus ou moins, même dans la période au début de la période de Poutine. Donc, ce n'est pas une donnée nouvelle pour les Russes, ils sont adaptés. Et après tout, qui va sanctionner qui? Parce que la Russie, depuis 1996, a participé à signer le traité de Shanghai avec la Chine et d'autres pays comme le Kazakhstan. Puis après, c'est l'Inde et le Pakistan qui rejoint le traité de Shanghai. Et nous savons bien aujourd'hui que l'économie chinoise, c'est l'économie qui va être la première économie mondiale en 2030, selon le FMI et la Banque mondiale. Et Poutine, avant, il était en Chine. Il a rendu visite au président chinois. Donc, ils ont conclu, à mon avis, des accords secrets, surtout fournir le gaz et le pétrole russe qui va souvent en Europe vers la Chine. Et la Chine, aujourd'hui, c'est le premier bouffeur du monde de l'énergie. Alors, qui va gagner, qui va perdre de ces sanctions? Est-ce que, techniquement parlant, l'Allemagne, à titre d'exemple, pourrait se dépasser du gaz russe? Alors, très bien, M. Saïdaoui. Je reviens vers vous dans un court instant, justement, pour parler de l'aspect énergétique. Et justement, l'Allemagne qui annonce par le biais de son chancelier allemand, Olaf Scholz, la suspension de l'autorisation du gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie à l'Allemagne après la reconnaissance par Moscou de l'indépendance de provinces ukrainiennes pro-russes.
Die Lage ist heute eine grundlegend andere. La situation est aujourd'hui fondamentalement différente. J'ai demandé aujourd'hui au ministère fédéral de l'économie de retirer le rapport existant sur l'analyse de la sécurité de l'approvisionnement auprès de l'Agence fédérale des réseaux. Cela peut paraître technique, mais c'est l'étape administrative nécessaire pour qu'une certification du gazoduc ne puisse avoir lieu. Et sans cette certification, Nord Stream 2 ne peut pas être mis en service. Alors, je reviens vers vous une nouvelle fois, Monsieur Saïdaoui. La crise ukrainienne met les alertes rouges, que ce soit sur les cours boursiers ou sur les prix du pétrole. Le Brent effleurait ce matin les $100. Votre lecture par rapport à ça? Beaucoup de pays vont gagner de cette crise, évidemment, à leur tête l'Iran, parce que les Américains, ils ont toujours une stratégie, une tactique. Jamais ils ouvrent plusieurs fronts en même temps. Maintenant, l'ennemi juré, c'est la Russie, donc il faut une trêve avec la Chine, il faut une trêve avec l'Iran. Et l'Iran, c'est un grand producteur, que ce soit du pétrole ou du gaz. Donc les Iraniens sont les plus gagnants aujourd'hui grâce à cette crise. Et on accélère les négociations à Vienne et bientôt, il y aura un nouveau accord entre l'Iran et les 5+1. D'autres pays aussi producteurs du gaz et du pétrole, comme l'Algérie, n'oublions pas que grâce aux manœuvres d'énergie faites par la Russie, le prix du gaz s'est multiplié 600%, je pense l'année 2020-2021, et en plus aujourd'hui on voit un baril de pétrole à plus de $100. Donc aussi les producteurs du gaz comme les producteurs du pétrole sont tous gagnants de cette crise entre la Russie et l'Occident. Merci beaucoup, Monsieur Riyad Saïdaoui, de nous avoir apporté votre éclairage sur cette question ukrainienne. Merci à vous. Volet énergétique toujours, le 6e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz s'est tenu dans un contexte géopolitique brûlant. La crise ukrainienne s'invite dans ce rendez-vous. Kherdin Botash. Inconciliable aux allures de conseil de famille. Les pays exportateurs de gaz étaient plus que jamais partenaires ce mardi à l'ouverture du 6e forum du GECF. La compétition peut attendre. Jamais un sommet du forum n'a été autant scruté par les observateurs. Entre une crise ukrainienne dont l'escalade a atteint son paroxysme et une nouvelle envolée des prix du gaz suite aux annonces du président russe Vladimir Poutine, le sommet revêt désormais un caractère vital pour l'avenir énergétique à court terme d'une partie du monde. Les 11 pays qui constituent cette institution internationale s'assoient sur 70% des réserves mondiales de gaz naturel. Ils possèdent plus que la moitié des gazoducs qui acheminent l'énergie bleue et font main basse sur les exportations de GNL avec 51% du total. Leur part de production dont le volume global de gaz commercialisé à travers le monde est estimé à 44%. À Doha, la concertation était donc de mise, car les pays exportateurs de gaz sont vus comme les garants de la stabilité énergétique de l'Europe en cas d'interruption tempestive des approvisionnements russes vers le vieux continent, au moment où en Europe, des voix demandent à sanctionner la Russie en coupant l'artère jugulaire de l'Allemagne et de l'Autriche, le Nord Stream 2. Présent ce mardi lors des travaux de ce sommet, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déclaré que le GECF est aujourd'hui une organisation gouvernementale internationale reconnue, capable d'attirer l'attention sur de nombreuses questions prioritaires. L'hôte de maison, l'émir El Tamim El Thani, a quant à lui appelé au renforcement du dialogue et de la coopération entre les États membres, ainsi que les exportateurs et les importateurs afin d'assurer la sécurité des approvisionnements. Pays membre du GECF, le triumvirat Russie-Iran-Qatar jouera désormais le rôle d'arbitre, avec à son actif près du tiers de la production mondiale de gaz naturel. Et cette information toujours en rapport avec la crise ukrainienne. Un haut responsable américain a annoncé qu'un travail avait été lancé avant avec des entreprises et des pays concernés pour compenser une réduction possible des exportations de gaz russe vers l'Europe. Quelques heures plus tard, la Maison-Blanche a annoncé que l'émir du Qatar, l'un des plus gros producteurs, détenteurs des plus
importantes réserves du monde seraient reçues à la Maison-Blanche, sauf qu'à son arrivée dans le bureau ovale, le cheikh Al-Thani n'a strictement rien dit sur des exportations à destination de l'Europe. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur le dossier ukrainien. Bien sûr, les informations continuent d'arriver sur ce dossier. Nous en parlerons lors de nos prochaines éditions. Dossier nucléaire iranien s'achemine-t-on vers un assouplissement des pourparlers avec Téhéran, entre Téhéran plutôt, et les parties de l'accord de 2015 après une longue série de négociations à Vienne depuis plusieurs mois. Leïla Guertal. Les négociations sur le nucléaire iranien à Vienne semblent avancer à petits pas, mais avec certitude. Ce qui, au départ, s'apparentait à des négociations exclusivement sur le nucléaire et sur la levée des sanctions éventuelles en cas de consensus, sont devenus par la suite des négociations qui s'étalent au domaine énergétique. Ces négociations visant à activer les accords de 2015 ne peuvent aboutir que si Washington lève ses sanctions majeures, a précisé le président iranien à partir de Doha, où il se trouvait en visite pour le Forum des pays exportateurs de gaz. Les États-Unis pourraient lâcher du lest en raison de l'évolution de la crise ukrainienne. D'ailleurs, les médias parlent de plus en plus d'accords imminents, ce qui n'est pas tout à fait étranger à ce qui se déroule aujourd'hui en Ukraine et les sanctions que promettent l'Europe et Washington. L'heure est à la recherche d'un substitut énergétique et l'Iran pourrait sortir partiellement du statut des pays damnés de l'Occident. L'Iran, justement, et l'Algérie qui accordent leur violon en matière de transition énergétique. Le ministre algérien chargé du secteur, Bennato Ziyane, s'est entretenu avec des responsables représentant le ministère des Affaires étrangères iranien. Au menu des discussions, la coopération économique et commerciale dans le domaine des énergies renouvelables entre l'Algérie et l'Iran, notamment à travers l'encouragement des entreprises spécialisées dans la construction et la maintenance des centrales solaires photovoltaïques à investir en Algérie. Et nous vous le disions en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune continue sa visite au Moyen-Orient. Il est arrivé au Koweït cet après-midi pour prendre part à un mini-sommet, une opportunité pour affermir davantage les relations historiques solides et consolider la coopération bilatérale entre l'Algérie et le Koweït. Et ce mini-sommet se déroule à quelques mois de la tenue du sommet arabe d'Alger. Il verra la présence aussi du président égyptien Abdel Fattah Sisi, un rendez-vous stratégique qui ne manquera pas de figurer dans les consultations que vont mener l'émir et les deux présidents arabes. Tinhinan Makassi. Le sommet arabe d'Alger sera au cœur d'une troïka à Koweït City. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune devrait s'entretenir avec l'émir du Koweït, mais aussi le président égyptien. Pour rappel, ce sommet attendu avant la fin de l'année 2022 accorde une grande place à l'action commune des pays arabes, en particulier pour les dossiers centraux, à l'exemple de la question palestinienne. En vue de la préparation de la dite rencontre, les fractions palestiniennes ont entamé des pourparlers conduits par Alger. D'ailleurs, un certain nombre d'entre elles se sont déjà rendues à Alger et d'autres sont attendues au courant de cette semaine. La fraternité qui unit l'Algérie avec le Koweït ou encore l'Égypte trouve racine dans le passé de ces pays qui, en plus d'une amitié marquée du sceau de la solidarité indéfectible, se consolident au fil de leur histoire respective, partageant une vision commune de l'avenir de la région. D'ailleurs, les rencontres diplomatiques se sont multipliées entre l'Algérie et ces deux pays. Dès l'annonce de la tenue du prochain sommet des pays arabes à Alger, le Koweït, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, déclare, je cite, « Le Koweït sera le premier pays à participer au sommet arabe d'Alger et le dernier à le quitter. » Les trois chefs d'État qui devront se rencontrer certainement ces 2 prochains jours profiteront de cette occasion pour aborder d'autres dossiers épineux pour les pays arabes, à l'instar de la question libyenne. Et juste avant son départ de Doha, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, lors de son allocution lors du 6e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz, avait souligné le rôle de leader endossé par l'Algérie dans la production et l'exportation de gaz naturel liquéfié. لقد كانت الجزائر رائدا في تطوير وتثمين الغاز الطبيعي كما أن إنشاء
أول وحدة تسييل ومحطة لتصدير الغاز المميع في العالم وتسليم أول شحنة تجارية من الغاز الطبيعي المسال إلى محطات تستوقفنا لتشهد بأن الجزائر كانت منذ ذلك الحين في طليعة التقدم المحرز في هذه الصناعة. ويعترف كذلك لبلدي كونه منذ أكثر من نصف قرن موزع ومزود موثوق فيه للغاز الطبيعي ولا يزال مصمما على البقاء كذلك. Retour en Algérie. L'Algérie, le pays, célèbre le 3e anniversaire du début du Hirak, ce mouvement populaire pacifique qui s'est répandu dans les 48 wilayas, un fameux 22 février 2019. Retour en images sur ce mouvement d'une ampleur sans précédent. Safwan Ben Sabri. 3 ans se sont écoulés depuis la date du début du Hirak. En ce 22 février se célèbre le 3e anniversaire du lancement du plus grand mouvement populaire qu'a connu l'Algérie indépendante. Retour en images sur les slogans, le civisme, les mouvements de solidarité et l'humour qui a caractérisé ce mouvement si singulier. Durant plusieurs vendredis d'affilée, les manifestants n'ont pas hésité à battre le pavé dans ce qui a été considéré comme le grand retour du peuple sur la scène politique. Alors que les revendications populaires ont longtemps eu pour seule caisse de résonance des stades pleins à craquer, la donne a changé ce 22 février 2019. Le peuple a récupéré la rue et la rue a récupéré le peuple en se réappropriant les avenues d'Oran, de Tlemcen, de la Kabylie et des Aurès. Le peuple a repris son destin en main. Et de quelle manière, loin des images de violence typiques qui caractérisent les démonstrations populaires, le Hirak a tout misé sur le pacifisme. Le Hirak, ou Révolution du sourire, a été le théâtre de civisme, de non-violence et de conscience politique poussée. Plusieurs slogans ont marqué le mouvement, non dépourvus d'un certain humour propre aux Algériens. Au-delà de l'humour, des scènes chargées d'émotions ont rythmé les vendredis de manifestations. Le Hirak, c'était aussi des images que l'on ne voit généralement pas 2 fois dans une vie, les forces de l'ordre qui se mêlent à la foule et ne font qu'un avec le cortège. Le Hirak, c'était des policiers qui manifestent même seuls et n'hésitent pas à scander leur amour pour le pays. La communion entre le peuple et les forces de l'ordre a fait fondre en larmes même ceux qui sont censés rester rationnels en toutes circonstances. Une communion intergénérationnelle où les vieux de la vieille marchaient main dans la main en compagnie des nouvelles générations. Le Hirak a rappelé aux Algériens une vieille tradition, par le peuple, pour le peuple. Et ce mouvement du 22 février pacifique, rappelons-le, a marqué un point de rupture déterminant. L'irruption des masses populaires algériennes a bouleversé la donne, non seulement dans le pays, mais a réussi à faire des émules un peu partout dans le monde. Le civisme et la grande conscience politique des Algériens ont inspiré d'autres peuples qui ont essayé de suivre l'exemple de la Mecque des révolutionnaires. Sofiane Baloudi, pardon. Le grand mouvement populaire du 22 février en Algérie a surpris la plupart des observateurs internationaux de par ses méthodes et son ampleur, mais aussi parce qu'il a révélé la haute conscience politique d'un peuple dont l'histoire démontre à chaque occasion la haute teneur révolutionnaire. Alger, qui a été le centre des mouvements de libération, a encore une fois inspiré les peuples épris de liberté et de justice. L'une des caractéristiques majeures du mouvement est l'attachement aux principes historiques de soutien aux causes justes, principalement à la lutte du peuple palestinien et sahraoui contre le joug du colonialisme. Les masses populaires ont crié leur indignation face à la corruption, mais ont également affirmé leur désir de préserver et de construire l'État social fidèle au message de novembre. Les tentatives de détournement, d'infiltration et de perversion du mouvement ont échoué face à la détermination et à la lucidité algérienne devenue proverbiale. L'onde de choc a traversé les continents. Au Liban, le peuple s'est insurgé un certain 17 octobre 2019 contre le clientélisme qui gangrène ce pays du Moyen-Orient. Le peuple irakien a pour sa part exprimé dans les rues de Bagdad son indignation face à la gestion catastrophique de ce grand pays disloqué par l'agression étrangère et par la guerre.
Le peuple malien a lui aussi suivi la voie du vendredi pour cheminer vers une jonction entre les aspirations citoyennes et l'avant-garde militaire et en finir avec la présence étrangère, corollaire de la conjonction du sous-développement et du terrorisme imposé à ce pays frère. Les Maliens poursuivent toujours le chemin vers la libération et inspirent l'ouest de notre continent. Aujourd'hui, les troupes étrangères quittent la terre du Mali et le peuple le célèbre dignement comme une victoire sur la fatalité de l'histoire. Au Chili, un mouvement de grande ampleur est venu contester l'héritage moribond de Pinochet. 2019 était l'année du changement dans ce pays sud-américain, qui a été le laboratoire des recettes néolibérales d'appauvrissement ainsi que des méthodes de répression contre-insurrectionnelle à la française. 3 ans après, l'élection de Gabriel Boric marque un saut qualitatif et une bifurcation certaine dans ce pays qui renoue avec la tradition de solidarité et de progrès incarnée par feu Salvador Allende. Dans un monde en cours de déstabilisation, le mouvement algérien représente le désir ardent à la finalisation des aspirations de la libération, dont la révolution algérienne était le fer de lance. La lueur d'espoir pour l'émancipation d'un continent, berceau de l'humanité, et tombeau de la réaction du colonialisme moribond et du racisme dément. Et ce mouvement pacifique sera le sujet de notre Zoom du 19h avec notre invité, M. Ben Ali Sassi. Il est auteur d'un essai intitulé « Le Hirak et des armes silencieuses ». Dans le reste de l'actualité en Afrique, cet incident au Burkina Faso, l'explosion d'un stock de dynamite sur un site d'or artisanal a tué au moins 59 personnes dans la région du sud-ouest du pays. Le bilan pourrait s'alourdir puisque des blessés se trouvent toujours dans un état critique. Quand on est arrivé, effectivement, les corps étaient éparpillés. Bon, donc avec la sécurité, venue en renfort, puisqu'il y a le 22e RIC même qui est venu en renfort. Voilà, il fallait sécuriser d'abord le site, puis voir faire recours à des volontaires pour nous aider à évacuer les corps, pour les mettre d'un côté. Bon, ici nous avons enregistré actuellement plus de 55 personnes. De gravité, des blessures de gravité différentes. Et il faut dire que déjà, il y a 4 personnes qui sont décédées. Voilà. Donc les équipes sont à pied d'œuvre pour vraiment faire la situation. Il y en a qu'on a commencé à prendre au bloc et ce qu'on peut, pour faire les parages et pour vraiment la situation, pour stabiliser, ce qu'on peut stabiliser d'abord. Au Mali, les groupes armés signataires de l'accord de paix envisagent de combler le vide que laissera le départ de Barkhane et de Takuba. Les forces françaises et européennes ont annoncé en fin de semaine dernière la fin de leur opération au Mali, des opérations antiterroristes essentiellement menées dans le nord du pays. Le cadre stratégique permanent rassemble justement les groupes armés du Nord signataires de l'accord de paix de 2015. Et le Tchad va renforcer au Mali ses effectifs au sein de la force de l'ONU face au groupe terroriste, a annoncé le président Mahamat Idriss Déby Itno, 3 jours après l'annonce par la France et ses partenaires européens de leur retrait militaire de ce pays. Le président sénégalais Macky Sall a exhorté l'Allemagne à maintenir ses troupes au Mali après la décision française de se retirer militairement. Le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, s'est exprimé lors d'un point de presse conjoint avec son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier en visite au Sénégal. Le défi aujourd'hui, c'est surtout d'intensifier le commerce et l'investissement entre nos pays en renforçant la nouvelle dynamique de la présence des entreprises allemandes au Sénégal. Et nous sommes convaincus que nous avons besoin de la présence allemande dans la MINUSMA, nous avons besoin du maintien de la MINUSMA au Mali, nous avons besoin des forces européennes encore au Mali, y compris même des forces françaises. Puisque une chose c'est d'avoir un contentieux, une autre
C'est que si nous voulons lutter efficacement contre le terrorisme, évidemment, le Mali ne peut pas être abandonné. Mali, toujours, les autorités de transition maliennes ont adopté à l'unanimité la nouvelle charte de la transition, entérinant la période de 5 ans convenue au départ avec l'organisation d'élections auxquelles Assimi Goïta ne peut se présenter. Souhila Kilal. Les autorités maliennes de transition ont décidé de maintenir leur calendrier initial en entérinant jusqu'à 5 ans de transition avant l'organisation d'élections, et ce malgré le poids des sanctions économiques qui pèsent sur le pays. La nouvelle charte de transition a été adoptée à l'unanimité par les membres du Conseil national de transition qui fait office d'organisme législatif provisoire. Cette charte qui vient d'être adoptée par les autorités présente plusieurs nouveautés, notamment le nombre de parlementaires désignés et non élus qui passe de 121 à 147. La nouvelle charte stipule également que le président de transition, le colonel Assimi Goïta, ne pourra pas se présenter aux prochaines présidentielles et législatives. Le dossier malien sera à la table du Conseil de sécurité de l'ONU ce 22 février à la demande de la France. Paris a demandé l'organisation d'une réunion informelle à huis clos sur le Mali pour expliquer ses décisions de retrait des opérations françaises Barkhane et européennes Takuba, annoncées le 17 février par Emmanuel Macron à l'occasion du sommet de Bruxelles. L'impact du retrait des troupes françaises sur la MINUSMA sera également abordé lors de cette session organisée sous la présidence de la Russie, en charge de la direction tournante du Conseil de sécurité en février. Santé, Covid-19, chiffre toujours à la baisse concernant les cas de contamination au coronavirus. 164 nouveaux cas positifs, 148 guérisons et 7 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures selon le bilan du ministère de la Santé. Et la situation revient peu à peu à la normale à Ottawa. La police a mis fin à 23 jours d'occupation du centre-ville de la capitale canadienne par des centaines de poids lourds et de leurs sympathisants. Ils réclamaient la levée des mesures sanitaires et la démission du gouvernement. Les autorités ont utilisé dès la semaine dernière la loi sur les mesures d'urgence pour la première fois de son existence. Et le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé la fin de l'isolement obligatoire pour les cas positifs au coronavirus dès jeudi en Angleterre. Les restrictions ont un coût important pour notre économie, notre société, notre bien-être mental et les opportunités de nos enfants. Et nous ne devons plus payer ce prix plus longtemps encore, a expliqué le chef du gouvernement conservateur au Parlement. Les autorités au pouvoir en Birmanie ont contesté la compétence de la Cour internationale de justice pour se prononcer sur l'accusation de génocide contre les Rohingyas, communauté à majorité musulmane du pays. Environ 850 000 d'entre eux vivent dans des camps de fortune au Bangladesh. La junte au pouvoir a contesté devant les juges la compétence de la Cour internationale de justice pour se prononcer sur l'accusation de génocide contre les Rohingyas. Passons au sport, football, Champions League européenne au programme ce soir. 2 belles affiches pour le compte des 8e de finale. Allez, le tenant du titre, Chelsea, affrontera Lille à Stamford Bridge à Londres. Et le Villarreal de Issa Mendy face à la Juventus de Turin au stade Ceramica. Le football toujours, dernière retouche pour le coach de l'équipe algérienne féminine de football, Radia Fertoul, avant de s'opposer à l'Afrique du Sud demain à 18h au stade Omar Hamadi de Boulourine à Alger pour le match retour du dernier tour qualificatif pour la CAN 2022. Les Verts ont concédé une défaite de 2-0 lors du match aller, justement. Place à présent au Zoom du 19h. Le Hirak, un sursaut, une prise de conscience des Algériens face à la dérive de leur pays. Tout a commencé avec
le non au 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika à la tête du pays depuis 20 ans. Non au flagrant effritement subi par les institutions, non à la corruption flagrante ayant mis plus à mal l'économie algérienne déjà en difficulté. Pour en parler, notre invité ce soir, Ben Ali Sassi, auteur de l'essai Le Hirak et les armes silencieuses aux éditions ANEP 2021. Bonsoir, Monsieur Ben Ali. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes auteur de l'essai Le Hirak, intitulé donc Le Hirak, les armes silencieuses. Voilà, donc aux éditions ANEP 2021. Vous êtes diplômé de l'ENA, spécialiste en géopolitique. C'est bien ça. Alors, première question, Monsieur Sassi. Le Hirak a ébloui le monde. Il a permis la découverte de l'humour, du civisme que pouvaient adopter les Algériens, on va dire. Et il est intervenu au moment où de nombreux pays connaissaient des sursauts populaires comme celui des Gilets jaunes en France, par exemple. Et la comparaison est vite faite plutôt. Dans votre essai, vous relevez l'originalité justement du Hirak algérien. Bonsoir. Le Hirak algérien, il est inédit dans tout. Quand je dis dans tout, c'est un événement festif, de joie, de gaieté, et on trouvait un peu de tout, sauf la violence. La violence, évidemment, le Hirak, aussi, je dis bien, c'est un événement. Un événement pourquoi? Parce qu'il nous a libérés d'une kleptocratie ou bien une oligarchie mafieuse. Il nous a aussi permis de contrer, évidemment, une guerre de 4e génération qui était entamée depuis longtemps en direction de l'Algérie. Il nous a aussi libérés du système de quotas qui existait. Il nous a aussi libérés de beaucoup de choses. Il est inédit parce qu'il est incomparable. Il est inédit dans tout ça parce que ce n'est pas le cas de ce qu'on appelle apocryphement le printemps arabe. Ce n'est pas aussi le cas aussi des révolutions des couleurs. Ça a passé sans aucune violence, sans rien dire. Ce n'est pas aussi le cas des Gilets jaunes en France. Alors on parle de Hirak originel, celui qui a évité le mandat de trop. Dans votre essai, justement, vous parlez d'armes silencieuses, celles qui ont tenté de le dévier, justement, dévier le mouvement pacifique de son objectif premier. De quelles armes parlez-vous et qui en sont les utilisateurs, justement? Les armes, elles sont multiples. Généralement, elles sont utilisées lors de la guerre de la 4e génération. Elles ont été utilisées auparavant, mais en quelque chose, ça n'a presque pas donné quelque chose. Mais avec le Hirak, beaucoup de pays et beaucoup d'observateurs croyaient que le Hirak va évidemment qu'il y aurait déflagration en Algérie. En fin de compte, ces armes silencieuses, parmi les armes silencieuses qui ont aidé le Hirak de s'organiser, c'est les réseaux sociaux. Alors, dernière question, Monsieur Sassi. Le Hirak, 3 ans plus tard, a-t-il, selon vous, atteint ses objectifs? A-t-il au moins, en partie, apporté le changement en dépit des tentatives de dénigrement en Algérie, mais aussi à l'étranger? Il a apporté quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a plus de démocratie représentative. Actuellement, c'est la démocratie participative. La société qui était marginalisée, elle vient de participer. Ça se voit au niveau, évidemment, de l'Assemblée nationale populaire. Il y a la société civile qui participe. Ce n'est plus les partis politiques qui prennent en charge tout ce qui est législatif. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Ben Ali Sassi, d'avoir été avec nous et partagé avec nous cet essai intitulé, je le rappelle, Le Hirak et les armes silencieuses aux éditions ANEP 2021. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, ne manquez pas la météo présentée par Amal Amziane Zitouni. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.